Imaginons un instant que cette petite voix intérieure, cette espèce de boussole intime qu'on appelle un peu pompeusement l'âme ou l'intuition, que ce soit pas du tout magique. Ouais, que ce soit juste de la mécanique, quoi. Exactement. Que ce soit en réalité qu'un simple algorithme de prédiction. Et un algorithme un peu obsolète en plus. Un vieux programme qui tourne sur un système d'exploitation rempli de bugs. Avec des lignes de code écrites par d'autres personnes depuis l'enfance. C'est une super image. N'est-ce pas? Et c'est exactement le sujet de notre exploration d'aujourd'hui. On s'attaque à cette idée en se basant sur des notes fascinantes qui se présentent littéralement comme un mode d'emploi pragmatique pour le cerveau humain. Un vrai manuel de réparation, en fait. Voilà. La mission aujourd'hui, c'est de décoder ces techniques pour comprendre comment pirater et vraiment reprogrammer notre instinct. Et je préviens tout de suite, ceux qui nous écoutent, on va rester dans le concret. Le but, c'est pas de faire de la philosophie abstraite. On se concentre sur l'outil pur. Et c'est tellement nécessaire. Franchement, on a collectivement pris cette très mauvaise habitude de mettre un voile mystique sur la psychologie. C'est clair, on n'y touche pas, c'est sacré. C'est ça. On traite l'instinct comme une espèce de boîte noire intouchable. Or, l'approche qu'on analyse aujourd'hui, elle balaye tout ça d'un revers de main. Et ça fait du bien. Carrément. Elle postule que la machine humaine, avec toutes nos émotions, nos réactions viscérales, elle obéit à des règles mécaniques strictes. Et comme n'importe quelle machine, si on comprend comment ça marche en dessous, on peut faire de la maintenance et même carrément modifier les paramètres du lean. Mais du coup, le parallèle avec l'informatique, il est omniprésent dans ces notes. Et je dois avouer qu'au début, ça m'a semblé un peu réducteur. Ah oui, pourquoi? Ouais. Le texte compare la construction de notre instinct à l'entraînement d'une intelligence artificielle. Sur le papier, je comprends l'idée, mais une IA n'a pas cette dimension viscérale, tu vois. C'est vrai, ça manque de chair. L'instinct, c'est la boule au ventre, c'est la sueur froide, c'est ce truc irrépressible. Et réduire ça à un simple traitement de données, j'avais l'impression qu'on faisait l'impasse sur l'expérience humaine. Je comprends tout à fait. Mais en fait, cette fameuse dimension viscérale, c'est juste l'interface utilisateur du système. L'interface, genre l'écran, quoi. Exactement. C'est juste la notification qui s'affiche sur ton écran pour te dire «attention danger» ou «super, vas-y». Derrière cette notification, la mécanique, c'est exactement la même qu'une IA. D'accord, je vois. Une IA vierge, elle sert rien faire du tout. Pour qu'elle prenne des décisions, on doit lui injecter des térabytes de données. Le cerveau, il fonctionne pareil. L'inconscient, il compile nos données. Nos données, c'est-à-dire nos expériences vie. Voilà, nos expériences passées, nos succès, mais aussi surtout nos traumatismes. Et face à une situation nouvelle, il scanne cette immense base de données en une fraction de seconde, il reconnaît un schéma et paf, il produit une prédiction. Et la fameuse boule au ventre, c'est juste le résultat de ce calcul. C'est exactement ça. C'est l'algorithme qui te dit attention, la dernière fois qu'on a vu ça, ça s'est mal passé. Ok, mais attends, si mon algorithme interne se base exclusivement sur mes expériences passées, il y a un gros défaut de conception là. Ah, lequel? Supposons que quelqu'un ait accumulé, je sais pas, une base de données remplie d'échecs professionnels. Ou de rejets sociaux, Ouais, une base de données bien plombée, quoi. c'est ça. Son IA va logiquement prédire que la prochaine tentative sera un désastre. Et donc son instinct va lui dicter de fuir. C'est inévitable, oui. Donc on se retrouve coincé dans une boucle infernale. Le passé dicte le futur en permanence. Et la volonté seule, ça suffit pas pour inventer des données qu'on n'a jamais vécues. Comment on sort de ça? C'est le cœur du problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que la simple pensée positive, le fait de se répéter des phrases motivantes devant son miroir, ça marche si peu. Parce que le système y croit pas, en fait. Exactement. Le système va toujours privilégier les données concrètes qui existent déjà dans ton disque dur. Même si elles sont destructrices, c'est le terrain connu. Donc pour casser cette boucle, le mode d'emploi propose d'utiliser des outils de forçage. Du forçage, carrément. Ouais, il faut contraindre la machine à acquérir de nouvelles données, par l'action physique et la répétition. Et c'est là qu'on entre dans la partie la plus technique, avec les fameuses échelles, l'échelle de compétences et l'échelle de performance. Alors justement, le terme échelle, ça fait très abstrait comme ça. Mais en lisant le protocole, on se rend compte que c'est hyper concret, c'est presque de la comptabilité en fait. C'est un vrai audit personnel, ouais. Il faut enlever des trucs. Voilà. Il faut isoler les croyances qui tournent dans notre base de données, mais qui à la base sont même pas à nous. Et cet audit-là, il est fondamental. Prends l'exemple des injonctions de la famille ou de la société.
Un adulte peut ressentir une angoisse énorme à l'idée de prendre un risque financier. Genre lancer sa boîte ou investir. Ouais. Et cette angoisse, elle vient pas du fait qu'il a analysé le danger de manière objective, elle vient du fait que son entourage lui a répété pendant 20 ans que la sécurité de l'emploi, c'était la seule chose qui comptait. Ah oui, les fameuses peurs empruntées. C'est ça, elle s'incruste dans le code source. Donc l'échelle de compétences, c'est l'outil qui permet de repérer ces variables externes. On identifie la croyance, on retrace d'où elle vient et on décide consciemment de la supprimer du processus. Donc, si je reprends ma métaphore de l'ordinateur, l'échelle de compétences, c'est ni plus ni moins qu'un scan antivirus. C'est une excellente comparaison, ouais. On ouvre le gestionnaire des tâches, on repère le logiciel malveillant tonton Michel qui dit que l'argent c'est mal, Exactement. on voit que ça draine la batterie en arrière-plan et on force l'arrêt. Mais le truc avec un antivirus, c'est que ça empêche juste le système de planter. Ça rend pas l'ordinateur plus performant. C'est là que l'échelle de performance entre en jeu. C'est la phase offensive du coup. Totalement. On passe de la défense à l'attaque. L'échelle de performance, elle a un rôle additif. Le but, c'est de définir les nouveaux comportements qu'on veut installer et de forcer leur intégration. Et c'est là que la biologie vient un peu compliquer les choses. Ah, oui, parce que le cerveau veut pas changer. Non, il déteste ça. Le cerveau, c'est une machine optimisée pour économiser de l'énergie. Créer de nouvelles voies neuronales, c'est l'équivalent cognitif de défricher une jungle dense à la machette. Ça demande un effort monstre. Ça consomme une quantité massive de glucose, d'énergie métabolique. Donc le cerveau primaire, il va résister par pure fainéantise. En fait, il préfère largement rouler sur l'autoroute à 6 voies de nos vieilles mauvaises habitudes, plutôt que de s'épuiser à tracer un petit chemin de terre dans la jungle. C'est le principe de la moindre résistance. Du coup, pour que le cerveau accepte cet effort massif de neuroplasticité, il faut lui donner une très bonne raison. Et c'est là qu'intervient la répétition, j'imagine. Exactement. On ne le convainc pas avec un beau discours intellectuel. On le convainc par l'action répétée. On agit selon l'échelle de performance, jour après jour, malgré la friction. Jusqu'à ce que le petit chemin de terre devienne la nouvelle autoroute. Voilà. Neurologiquement, c'est la myéline qui vient isoler la nouvelle voie. Et ça devient le nouveau comportement par défaut. On éduque l'instant. Ok. Mais sur le papier, ça a l'air génial. C'est de la gestion de projet pure et dure. Mais on va pas se mentir, sur le terrain, quand tu es sur le point d'appuyer sur envoyer pour un email qui peut changer ta carrière, ou que tu dois parler en public, le pare-feu du cerveau reptilien, il s'active et il hurle à la mort. Et oui, la fameuse alerte système critique. Et c'est là que le document prend une tournure fascinante, parce qu'il propose un guide de dépannage émotionnel d'urgence. Et franchement, ils font pas dans la dentelle. Non, face à l'amygdale qui gère la peur et qui court-circuite complètement le cortex préfrontal, on ne peut pas faire dans la nuance. Les directives sont brutales et c'est fait exprès. C'est clair. Par exemple, face à la peur d'oser ou au doute paralysant, la méthode, c'est pas d'analyser d'où vient cette peur, c'est de la rejeter avec un énorme on s'en fout catégorique. Et ça marche. Ça m'a fait sourire au début, mais c'est une technique d'interruption redoutable. En fait, dès que tu commences à parlementer avec ta peur, à peser le pour et le contre, tu lui donnes du crédit. Tu lui dis « Oh là là, oui, il y a peut-être un vrai danger, asseyons-nous pour en parler ». C'est ça. En balançant un on s'en fout, on coupe l'alimentation de la surréflexion. C'est un peu comme un patron qui refuse d'écouter un employé qui panique pour rien. Mais le truc qui m'a vraiment marqué, c'est le protocole pour le stress aigu. Ah, le fameux disjoncteur ultime. Voilà. La phrase à se répéter, c'est « je vais mourir, j'arrête de me prendre la tête ». Alors on est d'accord, hein, c'est hyper morbide comme façon de se motiver pour une journée de boulot, non? C'est vrai que ça paraît radical. Mais l'aspect morbide est complètement voulu. Ça s'attaque à une erreur de calibrage de notre biologie. Une erreur de calibrage, comment ça? Notre système nerveux, il n'a pas été mis à jour depuis l'époque des hommes des cavernes. Quand tu as une grosse pression au bureau, l'amygdale, elle sécrète de l'adrénaline et du cortisol, comme si un tigre à dents sabre te courait après. Ah oui, donc le cerveau traite un email de relance comme une menace de mort imminente. Exactement. L'instinct de survie qui tourne à vide. L'alarme incendie qui hurle juste parce qu'on a fait cramer une tartine, quoi. C'est la métaphore parfaite. Donc quand tu te dis violemment « je vais mourir », ça agit comme un reset. Tu rappelles à ton système c'est quoi la vraie menace ultime, la mort physique. Et du coup, le cerveau est obligé d'admettre que rater une réunion, c'est pas mortel. Voilà. Ça déclasse l'enjeu instantanément. La pression chimique retombe et tu récupères l'accès à tes fonctions cognitives supérieures. C'est du piratage pur et simple. Et le manuel donne d'autres techniques pour d'autres bugs émotionnels, genre la colère par exemple. La consigne, c'est de trouver tout de suite une source de rire. Ouais, là on joue sur l'incompatibilité physiologique. C'est-à-dire qu'on peut pas être en rage et rire en même temps. Physiologiquement, c'est impossible.
pour le système nerveux autonome. Tu peux pas maintenir l'état d'alerte, de la colère, et le relâchement du rire sincère. En riant, tu forces le changement de chaîne. Et pour la surréflexion, ce truc de ruminer tout le temps, il conseille l'autodérision. Se moquer de soi-même pour créer de la distance. C'est super efficace. J'adore l'idée. Tu exagères le ridicule de ton propre comportement et paf, tu te dissocies de la pensée. Tu n'es plus dans la tempête, tu la regardes de loin. C'est brillant. Mais il y a un... Mais non. Oui, il y a un mais. Toutes ces techniques d'urgence, ça reste des rustines. Si tu passes ta journée à faire des redémarrages forcés, c'est que ton système il est instable à la base. Et heureusement, le mode d'emploi aborde la maintenance à long terme. La phase de pérennisation. Et là, c'est intéressant parce qu'on part sur un exercice qui a l'air en décalage total avec la vision classique du travail acharné. Complètement. Le manuel exige de créer une liste de 10 activités de passion. Et de les pratiquer tous les jours. Tous les jours sans exception. Et les exemples donnés, c'est des trucs genre jouer de la guitare, faire un tour à moto. Moi, mon esprit critique a tout de suite bloqué. Je me suis dit, attends, dans un emploi du temps moderne, pour quelqu'un qui veut exceller, devoir caser 1 heure de guitare par jour, ça ressemble à un conseil de magazine bien-être un peu cliché. C'est la réaction classique. On se dit, c'est une perte de temps, je devrais bosser. Exactement. Comment justifier ça quand t'as une montagne de boulot? Parce qu'en fait, cette résistance, elle montre qu'on comprend pas ce qui nourrit vraiment la machine. Les fameux burn-out ou les pannes de motivation, c'est pas des faiblesses psychologiques. Ce sont des pannes métaboliques. Des pannes métaboliques, ok? Oui. Le cerveau primaire, pour qu'il baisse sa garde et qu'il arrête de saboter tes journées avec de l'anxiété, il a besoin que ces 4 besoins fondamentaux soient comblés. Lesquels? La reproduction, la protection, l'évolution et le regroupement social. Et la pratique quotidienne de tes passions, c'est le moyen le plus efficace de hacker ces besoins dans notre monde moderne. D'accord, donc si on prend l'exemple de la guitare, comment ça signale au cerveau que mes besoins de survie sont comblés? Eh bien, apprendre un nouvel accord de guitare, ça nourrit ton besoin instinctif d'évolution et de compétence. Le cerveau se dit « on progresse, on est plus fort ». Ah ouais, je vois. Et pour la moto, un message en continu au cerveau reptilien, un message qui dit « tout va bien, l'environnement est sûr et on évolue C'est ça. Le système d'alarme n'a plus aucune raison de se déclencher. Et c'est ce qui permet d'atteindre ce fameux état que les notes appellent la détente. ». Et on précise bien que c'est pas la détente, genre je fais la sieste sur le canapé. Non, pas du tout. C'est l'état d'un moteur qui tourne à son régime optimal, sans aucune friction. Quelqu'un de détendu dans ce contexte, c'est une personne dont le système nerveux ne lutte plus contre lui-même. L'énergie n'est plus gaspillée à gérer l'anxiété. Voilà. Toute cette énergie est enfin redirigée vers la performance pure. C'est un paradoxe magnifique en fait. Pour être hyper performant sur le long terme, il faut carrément abandonner l'idée que le travail doit être une souffrance continue. C'est d'un pragmatisme total. Si tu ne mets pas d'huile dans le moteur avec du plaisir, la machine casse. Franchement, c'est fascinant. Alors, pour résumer un peu cette analyse, le but, c'est d'arrêter de subir notre instinct. On le traite comme un code qu'on peut réécrire. Première étape, on nettoie, avec l'échelle de compétences. On vire les peurs des autres. Ensuite, on utilise l'échelle de performance pour forcer de nouvelles habitudes en créant des nouvelles autoroutes neuronales. En parallèle, on a nos commandes d'urgence. Le « on s'en fout » pour tuer le doute. Le rire contre la colère et le très radical « je vais mourir » pour relativiser le stress. Et enfin, la maintenance quotidienne obligatoire. Nourrir ses besoins évolutifs avec ses passions pour atteindre la détente et la haute performance. C'est mécanique, c'est dense, mais ça redonne vraiment le contrôle du tableau de bord. C'est une vraie architecture d'ingénieur, ouais. Ce qui nous amène d'ailleurs à une dernière réflexion pour clôturer cette plongée. Un petit vertige philosophique pour ceux qui nous écoutent. Ah, la question finale. Oui, parce que si on accepte tout ça, si l'instinct qu'on pense être notre partie la plus authentique n'est qu'un algorithme modifiable, si nos peurs se court-circuitent avec des astuces physiologiques, qu'on peut réécrire nos croyances avec des listes. Il reste quoi de nous, Evelyne? C'est ça. Sommes-nous juste des machines biologiques, la somme des données qu'on a décidé d'avaler? Ou bien, est-ce qu'il existe caché sous tout ce code un espèce de fantôme dans la machine, un vrai noyau d'identité intouchable? C'est une sacrée question. Une question parfaite à garder en tête pour quiconque décide aujourd'hui d'ouvrir le capot et de commencer à bidouiller son propre système d'exploitation.